Siwdu jàmmi boom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo. De la 2STV. Ouais, on a eu des images. Moi, on m'avait dit il faut retourner là-bas pour filmer ça. Parce que quand même c'est normal que ça fasse mal au président. Donc je disais que quand quelqu'un veut atteindre le président, il touche le Fouta. Parce que moi j'avais conscience de ce que il y a une certaine presse et une certaine opposition, pour ne pas dire toute l'opposition, ne rêvait que d'une chose, d'arriver dans un village où il n'y a personne, ou bien qu'il n'y a que des Ouhou, des rouges. Parce qu'ils allaient faire le focus sur cet endroit-là pour dire que le Fouta a lâché, même le Fouta a lâché le président de la République. Ça c'était clair. Et donc il était de notre devoir, nous, fils du Fouta, travaillant à côté du président et appréciés, nous savons que nous sommes appréciés par nos parents du Fouta, de veiller, de mettre tout ce qu'il fallait pour que, comme on dit, que les jaloux, comme on dit, soient encore plus maigres. Normal. Ce qui est tout à fait normal. Voilà, c'est exactement. Donc, il ne fallait pas que ça se passe comme ça. C'est important cet aspect de la tournée du chef de l'État, mais il y a un autre aspect non moins important. C'est le vote de la modification du code pénal, ou de la procédure de code pénal, tout simplement. Il y a eu également beaucoup d'interprétations par rapport à ça. Il y a certains Sénégalais, dont une partie de l'opposition et de la société civile, qui ont pensé qu'avec ces modifications, c'est la liberté de manifester qui est en train d'être mise à l'épreuve. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le ministre? Vendredi, quand j'étais à l'Assemblée, quand j'ai pris la parole, j'ai dit que je pense que beaucoup disent ça de bonne foi. Parce qu'il faut quand même reconnaître une chose. Le code pénal est rébarbatif. C'est pas... Moi, je suis un avocat. Ouais. Mais cette disposition, je ne l'ai pas vue. Parce que pour connaître un texte, il faut avoir une affaire qui vous amène à aller revoir le texte. Donc, 90% des gens ne connaissaient pas ce texte-là. Mais en vérité, ce texte, le père de ce texte, pour dire ce mot, c'est le président Abdoulaye Wade. Si vous vous souvenez, et je crois que le député, le président Gadio l'a expliqué. Il était ministre des Affaires étrangères. On avait organisé ici un atelier sur le terrorisme. Et c'est pour dire qu'Abdoulaye Wade a fait preuve quand même d'anticipation, ce qui était un bon point. Et c'est en 2007. Le texte date de 2007. Abdoulaye Wade était président, le projet, je l'ai dit, c'est-à-dire Abdoulaye Wade était président de la République. Et le président Macky Sall était Premier ministre. Et dans ce texte, l'article décrié, 279 alinéa 1, alinéa 1er, paragraphe 1er, dit que les manifestations d'une certaine... qui portent atteinte à l'ordre public peuvent être qualifiées de terrorisme. C'était déjà, dans ce texte-là, c'était ça qui était dit. Et pourtant, ce texte est passé. En 2016, quand le président de la République, Macky Sall, est devenu président, il a revisité ce texte. Et là où on avait dit atteinte à l'ordre public, il a complété atteinte gravement pour quand même mieux encadrer la chose. Ce texte date de 2016. Il est là. Il est dans le code de procédure, dans le code pénal. Donc, les deux textes qui étaient soumis à l'examen des députés ne concernent en rien, en vérité, cette affaire-là. Ces deux textes-là prennent en charge le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et un troisième point, la lutte contre le, comment on appelle ça encore, maritime. Et la criminalisation de ces délits qui n'en sont plus. La criminalisation de ces délits date de 2007. De ces faits date de 2007. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je pense qu'effectivement que une bonne partie, parce que vous savez, moi je suis passé en commission. En commission, ce problème n'a pas été soulevé. Parce qu'il n'y avait pas de problème. Nous savons tous que le texte-là ne vise pas ça. Et que
la définition, ce qu'il faut entendre par terrorisme a été défini en 2007. En 2016, on a rajouté, par exemple, le nucléaire, parce qu'effectivement, le monde avance, et effectivement, il faut avancer avec le monde. Mais dans le cas d'espèce, le seul recours à l'article en question, c'est que au dernier paragraphe, on avait mis, on avait mis l'association de malfaiteurs. Voilà, l'association de malfaiteurs. Et c'était un alinéa, un paragraphe dans l'article 279, alinéa 1er. Parce qu'il y avait dans cet alinéa, paragraphe 1, paragraphe 2, jusqu'à paragraphe 19. Et l'association de malfaiteurs était paragraphe 19. Nous avons pensé que pour une meilleure lisibilité de ce crime, il fallait le mettre en vue. Ce qui fait que nous l'avons sorti de l'article 279 alinéa 1 pour en faire un autre alinéa. Mais c'est justement, monsieur, là, uniquement ça. C'est là où il y a problème. C'est-à-dire, si les gens sont dubitatifs, c'est parce que, un, il n'est pas qualifié de façon claire le terme terrorisme. Et on a l'impression qu'il y a un certain nombre d'actes qu'on range sous le registre du terrorisme, association de malfaiteurs, trouble à l'ordre public, intimidation. Et que jusque-là, c'est flou. Et comme disait un célèbre homme politique français, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc, ensuite, il se trouve que ce projet de loi intervient après ce qui s'est passé en mars. Et en mars, quand il y a eu des émeutes, la première chose que le gouvernement a eu à avancer, c'est que c'était des actes terroristes. Oui. Et quand, à la suite de ça, partout vous dites ce qui s'est passé en mars ne se repassera pas, oui. Mais on a l'impression que ce projet de loi est taillé sur mesure pour empêcher des manifestations et à partir de ce moment-là, elle serait liberticide. Je vous explique oui, je comprends. La mentalité et l'état d'esprit dans lesquels sont... C'est là où il y a erreur. Ouais. Parce que les textes qui sont soumis à l'Assemblée, les deux textes en question, ne concernent pas ça. La définition du terrorisme, ce qu'il faut entendre par terrorisme, ça se trouve dans une loi de 2007 qui a été améliorée en 2016 et donc qui se trouve dans notre corpus juridique déjà. C'est ça le problème. Mais est-ce que vous ne pensez pas, monsieur le ministre, que c'est au niveau de la communication que le bas quand même blesse? Non, attends. La preuve, vous avez été à l'Assemblée, en plénière, vous avez explicité la loi, mais ça ne vous a pas empêché 48 heures après de sortir un communiqué. Oui. Ça veut dire que donc, quelque part, la communication a été défaillante. Non, pas objectivement. Parce que vous savez, on ne peut pas, entre gens de bonne foi. Moi, quand je me suis retrouvé devant les députés, je leur ai dit, ce qui est dit dans la nuit, ça n'a pas de sens. Parce que le texte que vous avez ne concerne pas ça. Ça, c'est un problème qui a été réglé depuis longtemps. Et si vous vous souvenez, un des députés de l'opposition, le député Cheikh Bamba Dièye, a même rappelé qu'en 2016, Amnesty International avait critiqué ce texte comme étant un texte liberticide. Mais le problème, c'est que, comme on dit, dura lex, sed lex. Mais c'est déjà dans la loi. Le problème, c'est que moi, je pense, c'est qu'il découvre ce texte peut-être, toute bonne foi. Juridiquement, il n'y a aucun moyen, parce qu'il n'y a pas eu de recours, il n'y a pas eu tout. Donc le texte est dans la Constitution, dans le texte. Il le découvre peut-être, et donc ils se disent que la seule possibilité de revoir, parce qu'en fait, ce n'est pas les textes qui sont d'actualité, qui sont attaqués par ces gens-là. C'est le texte-là qui est là, qu'ils découvrent. Et donc, ils savent que juridiquement... Et pourtant, ce sont les mêmes députés qui ont voté ça. Mais ils savent qu'il n'y a pas... Parce que depuis lors, il n'y a pas une autre... Non, mais c'est eux qui l'ont voté, bien sûr. C'est surtout le mot que vous avez lâché qui pose problème. C'est-à-dire, en principe, une loi dans un domaine aussi sensible que le terrorisme, il aurait été souhaitable que ça soit précédé par un débat au plan national, que les gens en discutent. Mais ça prend tout le monde de court. Non. Et puis, monsieur le ministre, Monsieur Diong, il y a des pays occidentaux
qui ont quand même un dispositif très répressif, Oui. mais ça n'empêche pas au terrorisme d'agir. Oui, bien sûr. La preuve, celui qui est prêt à se mettre une ceinture d'explosifs pour aller se faire sauter parce qu'il a déjà sacrifié sa vie, est-ce que c'est une loi qui va le dissuader de passer à l'acte? En revanche, ce qu'il aurait fallu peut-être, c'est faire en sorte que cette loi soit discutée, soit épousée par des partis politiques, par les populations, et que tous les Sénégalais adhèrent à ce projet de loi, en fassent leur propre affaire pour que ça puisse être efficace. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il y a eu problème. Sauf que, mon cher John, ce travail avait été fait en 2007. Cher Gadio l'a rappelé. On avait organisé à Dakar un forum international sur le terrorisme. Et toute la société civile avait été conviée. Il y a même des pays africains, là, tout était conviés, sont là. On avait les Nations Unies. Et puis, il faut savoir... Parce que moment, je ne tout le comprends monde pas avait également discuté. que les députés Tout le monde. qui étaient là aussi ne puissent pas alerter les Sénégalais sur cette loi. Là, non, Ce sont les mêmes députés qui étaient là Le problème, c'est en 2016. qu'objectivement, à la décharge du président Abdoulaye Wade, Oui. cette communication avait été faite. Parce qu'un texte, comment communiquer là-dessus? C'est en organisant un forum où il y avait tous les experts des institutions internationales, du GAFI, de l'UMOA. Ils ont tous débattu de cela. Et ce sont les conclusions, justement, de ces débats qui ont permis de rédiger l'article 279 alinéa 1 en disant le terrorisme, voilà. Parce que mes problèmes, vous savez une chose, tous les éléments matériels qui ont été donnés ne peuvent être qualifiés de terrorisme que s'il y a l'intention. Ah oui. L'intention. Parce que le fait d'acheter un bidon d'essence ne fait pas de vous un terroriste. Mais ce qui peut être un terroriste, c'est d'acheter un bidon d'essence, d'aller retrouver le serrure là, d'aller retrouver John, pour vous dire on va aller mettre le feu à la mosquée. C'est ça qui fait que dans l'acte qu'on peut... Parce que c'est le juge qui qualifie. Est-ce que, monsieur le ministre, on pourrait quand même ça, le problème. Mieux édifier les Sénégalais en leur disant que ce qui s'est passé en début mars, ces actes-là ne sont pas des actes terroristes? Ah si, non, je suis désolé. Je suis totalement en phase avec le ministre de l'Intérieur dans ce domaine. Ah ouais. Les actes, certains actes. Attaquer une gendarmerie, attaquer le camp de gendarmerie pour prendre des armes, attaquer des institutions, les tribunaux, oui. Attaquer les institutions, ça, il y avait une intention. Ça, c'était des actes terroristes qui ont été posés. Et normalement, peut-être que les gens qui l'ont posé ne savaient pas que c'était sanctionné par la loi. Mais il y avait eu des actes. Mais ce n'est pas le fait de manifester. Parce que ces lois existent depuis 2007. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais été poursuivi Du tout. ou terrorisme en manifestant et autres? Non. Parce qu'il faut aussi qu'on soit de bonne foi. C'est-à-dire que si vous regardez le texte, tout ce qui a été défini, mais l'élément essentiel, c'est d'abord qu'il y ait une décision d'être ensemble, une décision d'agir pour attenter, pour commettre un crime. Mais comment voulez-vous objectivement qu'un gouvernement normal, qu'un État normal, ne prenne pas des dispositions vis-à-vis des gens on a vu ce que les salafistes ont fait à Tombouctou. Vous savez que dans l'esprit de ces gens-là, les mausolées des saints, ils les ont violés. Parce qu'ils ont dit que c'était pas de l'islam. Est-ce que nous, Sénégalais, un gouvernement normal, Sénégalais, peut ne pas prendre des dispositions pour protéger ces structures? Parce que nous savons tous ce que ça représenterait aujourd'hui que quelqu'un mette une bombe ou à Tivaouane, ou à... Mais pour ce que vous dénoncez comme ça, est-ce qu'une loi anti-casseurs comme en France n'aurait pas suffi? Plutôt que de donner l'impression de créer tout un amalgame en mettant tout sous le registre du terrorisme. Mais en France, c'est le même texte. C'est le même texte. Vous savez, ce texte, le président Abdoulaye Wade ne l'a pas sorti ex nihilo. C'est des textes qui ont des définitions qui ont été faites par le GAFI, et par les conventions au niveau des Nations Unies.
Nous sommes aussi, il faut qu'on le reconnaisse, nous sommes quand même, nous faisons partie du monde. Nous avons signé des conventions, conventions qui ont été ratifiées par nos parlements. Et vous savez très bien que quand on ratifie une convention, nous avons l'obligation de l'intégrer dans notre dispositif juridique interne. C'est vrai. Et il a fallu que les Nations Unies... C'est ce qui s'est passé. Les Nations Unies vous mettent la pression pour que vous... Parce qu'en fait, on aurait dû faire ce travail-là, par exemple, parce qu'en fait, les deux textes, comme je vous dis, c'est pour le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et la lutte contre la piraterie maritime. C'est vrai. Parce que nous savons, nous allons devenir un État pétrolier. Nous avons vu ce qui se passe au Nigeria. Des groupes qui prennent des bateaux, et nous sommes en devoir d'anticiper sur ça. On ne peut pas attendre qu'il y ait un premier navire saisi pour agir. Du tout. Donc, c'est une façon pour nous de défendre d'abord notre frontière maritime. Mais, monsieur le ministre, Jean-Louis Bruguière, le juge antiterroriste français, a séjourné il n'y a pas longtemps au Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous assurer que son séjour n'avait pas un lien avec ce projet de loi qui était en gestation? Je peux vous le jurer même, pour la simple raison que Jean-Louis Bruguière était là dernièrement. Alors, comme je vous ai dit, ce texte date de 2007. Mais est-ce que vous n'avez pas soumis ce texte à sa lecture? Mais si on l'avait... Parce que c'est un spécialiste de la chose. C'est un spécialiste, mais nous avons d'autres spécialistes de la chose beaucoup plus ferrés au Sénégalais. Si c'était le cas, on aurait revisité de fond en comble l'article 279 alinéa 1er, ce qui n'a pas été le cas. Je vous ai dit que l'article en question, la seule modification, c'est tout simplement le paragraphe qui était en 19e. Pour le rendre visible, on l'a mis en alinéa à part pour qu'il soit bien visible. C'était tout. Donc, si vraiment Jean-Louis Bruguière devait venir en tant que spécialiste au Sénégal pour uniquement nous demander de changer un alinéa, vous n'avez pas c'est le problème. Monsieur le ministre, il nous reste quelques minutes. C'est important qu'on parle un peu des réformes de la justice. Certainement, moi, je vais être beaucoup plus précis par rapport au bracelet électronique. Je crois que le surpeuplement de nos prisons, de nos maisons d'arrêt, de détention en tout cas, est assez criard aujourd'hui, le surpeuplement. Quand est-ce que vous allez appliquer ce bracelet électronique? Est-ce qu'il y a également d'autres réformes en cours dont vous voudrez bien nous parler un peu? Le surpeuplement de nos prisons n'est pas criard. Et la Covid, pour une fois... Vous a aidé? Parce que quand même, vous reconnaissez, le monde entier nous reconnaît ça. La gestion de la Covid au niveau de l'administration pénitentiaire. Oui. On n'a pas eu un seul cas quand même à l'intérieur des prisons. Quelques cas, c'était à l'extérieur parce qu'on avait mis des zones tampons. Donc, mais nous avons quand même tenu, le président, en une année, a gracié plus de 4500 détenus. Sans oublier les libérations conditionnelles qui sont autorisées par le garde des Sceaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes aux alentours de nos prisons, dans tout le Sénégal, aux alentours de 11 000. Sur une capacité de combien, il devrait être, sociologiquement, qu'on l'applique, de 13 000. Donc, c'est pour vous dire. Donc, mais malgré tout, c'est beaucoup. Parce que la prison, tout le monde peut y aller. Donc, autant faire le maximum pour que, quand même, parce que ceux qui sont là-bas, globalement, ne sont pas condamnés. Ouais. C'est des gens... Ils attendent le jugement. C'est des gens juste qui tout mal. Ouais. Mais pour l'essentiel, parfois, ils sont blanchis. Et il y en a, donc, il ne faut quand même pas les tuer. C'est vrai. Donc, le bracelet, objectivement, c'est une idée... Parce que c'est l'expression, moi, c'est comme ça que je le qualifie, de l'humanisme du président Macky Sall. Ah ouais. Lui, moi je suis le ministre de la Justice, mais le concept, le principe de bracelet, ça vient de lui. Il m'a dit, mais comment ça se fait aux États-Unis, il y a ces choses qui existent. Pourquoi nous, on ne fait rien? Mais je lui ai dit, monsieur le président, c'est facile à faire. Donc il m'a dit, si c'est facile, faites-le. Et c'est comme ça qu'en moins de 6 mois, nous avons... Mais le problème, c'est qu'avant de faire le bracelet, il fallait d'abord modifier les textes. En son temps, j'ai dû passer à l'Assemblée nationale pour modifier et le code pénal et le code de procédure pénale. Parce que ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. On ne peut pas se réveiller un beau matin et décider quelque chose alors que ce n'est pas prévu par le texte. Ce n'est pas bon, ce n'est pas possible. Surtout qu'en matière pénale, c'est l'interprétation stricte. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé.
Donc, du coup, nous avons d'abord fait le travail législatif nécessaire. On a modifié les textes, on a fait effectivement, on a signé le compte. Aujourd'hui, les bracelets sont là. Ah oui? Ah mais ils sont là. Vous avez vu dernièrement une émission sur la RTS qui a expliqué en quoi ça consiste. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, ce qui nous reste tout simplement, c'est les premiers clients, entre guillemets. Parce que le bracelet électrique n'est pas une obligation. Aucun juge ne peut forcer quelqu'un à mettre un bracelet. D'accord. Il peut refuser de le mettre. Bien sûr, c'est-à-dire que c'est le juge qui propose. En disant, écoutez, vous êtes là, vous êtes condamné, vous êtes poursuivi pour ça, vous avez un emploi. Parce que le principe... Donc on n'est pas encore sorti de l'ornière avec les bracelets. Non. Si tout le monde se mettait à refuser Non, je ne pense pas que les gens vont refuser. Parce que personne n'a envie d'aller en prison. Et en plus, le bracelet tel qu'il est aujourd'hui, objectivement, quelqu'un peut le porter sans que personne ne soit au courant. Donc, objectivement, c'est que tout simplement, il faut d'abord, on va très prochainement prévoir un séminaire pour les juges de l'exécution des peines. C'est eux qui doivent prendre ça en charge. Et effectivement, également pour les juges d'instruction. Mais le dispositif matériel, il est déjà prêt. Et on va, dans les très prochains jours, vous allez voir qu'on va procéder à la phase test. C'est-à-dire qu'on va demander à l'administration pénitentiaire de prendre, par exemple, d'essayer de trouver 5 à Dakar, 10 à Touba, 15 ailleurs, et qu'à ces gens-là, effectivement, parce que le bracelet couvre le territoire national en entier. Même ceux qui sont à la MAC de Matam sont concernés par ça. Donc, plus tard, dans les jours à venir, très prochains jours, nous allons procéder à ce test-là. Et effectivement, ces gens-là vont commencer. Et puis quand les gens comprendront, sans risque, sans aucun problème, et puis c'est sécurisé. C'est sécurisé. Ça peut pas l'enlever. Ça peut pas être trafiqué. Ah non. J'avais posé la question. Il y a une war room. Parce que c'est par satellite. Il y a une war room qui est là, à partir de laquelle c'est de là-bas qu'on peut ouvrir ou qu'on peut fermer. Donc la personne. Comme on dit que les Sénégalais sont souvent assez. Non, c'est pas comme ça. Assez innovants quand il s'agit Non. C'est-à-dire que c'est extrêmement structuré, c'est extrêmement fiable et physiquement impossible d'enlever. Mais monsieur le ministre, impossible d'enlever. Le bracelet électronique participe d'une logique de décongestionnement de nos prisons. Tout comme d'ailleurs l'institution peut-être d'un juge des libertés. Absolument. Pour se poser un peu à la systématisation des mandats de dépôt. Absolument. Et pour cette réforme précise-là, l'institution du juge des libertés... Je peux vous assurer qu'elle est en phase. La direction des affaires criminelles est en train de terminer les textes à ce niveau-là. Parce que au fond, dans tout ça, notre code à nous, l'emprisonnement, c'est l'exception, normalement. Tout à fait. La règle, c'est la liberté. Mais comme il n'y avait pas de structure dédiée, il n'y avait pas de garantie pour éviter que le gars qui est poursuivi de viol aille, par exemple, faire du chantage. Le juge était obligé de le mettre en prison. Mais dès l'instant que nous avons des conditions matérielles qui permettent d'éviter cela, mais à la limite, même s'il n'y avait pas de juge de la liberté, il y aurait moins nécessairement de mandat de dépôt. Et la preuve, pendant la Covid, j'ai instruit les procureurs pour qu'ils lèvent le pied. Donc, du coup, les mandats, là où il y avait 100 mandats par jour, on est passé à 3. Lépp luy